Chers amis résistants, bonjour. Aujourd'hui, 3 décembre 2020. J'ai appris, comme vous sans doute ce matin, la mort de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, qui était donc un chasseur nommé Giscard, selon le titre d'un livre qui avait été publié par des journalistes à l'époque. Cet homme a beaucoup tué dans sa vie. Il a tué énormément d'animaux en France, en Afrique, en Russie, des éléphants, des lions, des ours, et bien sûr de la faune en France. Il a aussi laissé mourir un condamné à mort, et c'est le dernier président de la République qui aurait pu faire œuvre de grâce en graciant ce dernier condamné exécuté en 1977, 4 ans avant l'abolition de la peine de mort par François Mitterrand et Robert Badinter en septembre 1981. Vous voyez, les hommes ont tous leurs lumières et leurs ombres. Valéry Giscard d'Estaing est aussi l'homme qui avait soutenu Madame Veil pour sa loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, qui avait réduit la majorité civile de 21 à 18 ans et qui avait autorisé le divorce par consentement mutuel. Les lumières et les ombres. L'actuel président ne fera pas la même erreur que ce prédécesseur qui, comme lui-même, émarge à la même secte, la secte libérale, la secte du parti de l'argent. L'actuel président sait qu'en 2022, il gagnera les élections à droite toutes. C'est pour cela que, actuellement, s'agitent les questions sécuritaires et les questions sur le séparatisme. Non pas que ces questions ne soient pas sérieuses, mais elles sont exploitées à des fins politiques, notamment pour satisfaire l'électorat le plus conservateur. L'actuel chef de l'État sait qu'il va gagner les élections par la droite, la gauche se chargeant elle-même de se cannibaliser et d'empêcher celui qui aurait pu être le leader numéro 1 de l'emporter en lui lançant dans les jambes 2 ou 3 candidats de diversion qui prendront 5 ou 8 ou 10% de voix, donc qui assureront le duel recherché par le parti de l'argent entre l'extrême argent et ce qu'ils appellent l'extrême droite, qui n'est d'ailleurs pas plus à droite qu'eux, mais c'est pas la même droite, c'est tout. Elle est plus nationaliste, mais elle est aussi plus sociale et plus populaire, donc ils sont autant à l'extrême droite que les prétendus extrême droite, seulement c'est pas les mêmes. Voilà. Bon, donc si vous voulez, c'est pour ça qu'actuellement on parle tant de sécurité et qu'il y a tant de lois inutiles. Vous savez, les lois pleuvent par centaines. Ne parlons pas des décrets. Ce qui fait que l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » devient un leurre. Plus personne ne connaît la loi. Pas même les éminents professeurs de droit des facultés, ni les magistrats qui chacun connaissent le droit dans leur secteur à eux, droit fiscal, droit du travail, droit de la famille, droit civil, droit pénal, etc. Mais plus personne n'est pique de la mirandole, c'est-à-dire connaissant universellement le droit. Ce n'est pas possible. Il y a une inflation, certains vulgaires diraient une diarrhée législative, qui fait que les textes se multiplient. Un fait divers, un événement, un attentat, une phobie, une loi, 2 lois, 3 lois. Bon, j'allais dire, tout ça est absurde. Alors, que l'on tienne compte de la situation à un moment donné et que le législateur réponde aux attentes de la société, aux exigences du temps, c'est normal. Bon, par exemple, on comprend très bien que suite à l'assassinat de Samuel Paty par l'islamo-fascisme, il faille légiférer. Eh bien, aggravons les peines de ceux qui font des menaces de mort sur Internet, ceux qui divulguent des éléments d'identité des personnes avec leur adresse, leur numéro de téléphone, leurs coordonnées, en vue de leur nuire, de les menacer. Oui, cet article 25 de la loi sur le renforcement de la laïcité me paraît opportun. Cet article me paraît opportun. En revanche, l'article 24 de la loi sur la sécurité globale est une aberration. Mais c'est une telle aberration qui est faite pour faire parler et pour satisfaire les éléments les plus réactionnaires de la société,
pour plaire à un certain électorat dont le président actuel sait qu'il sera son électorat. Parce que, ne vous y trompez pas, à ce niveau-là de pouvoir, les gens ne pensent qu'à une chose, c'est à l'élection prochaine. Donc, le président a compris qu'il fallait qu'il flatte cet électorat. Ça, c'est pour la petite politique. Pour la basse politique, où tout est joué d'avance, j'allais dire, un joueur d'échecs voit venir le coup d'après très très bien et très vite. Donc là, M. Emmanuel Macron sait qu'il doit tarir tout candidat sur sa droite et charger messieurs X et Y de mettre des pots de banane sous les pieds du candidat qui pourrait gagner l'élection à gauche. Voilà, l'empêcher d'être présent au second tour en divisant la gauche. Il leur fait confiance, ils s'en chargeront eux-mêmes. Bien, alors j'en arrive à une question plus fondamentale. Vous savez, la mort d'un individu nous renvoie à la mort de la collectivité. La mort est un scandale, et il y a des gens qui s'imaginent que la civilisation telle que nous la connaissons ne peut pas disparaître, ne peut pas sombrer, et que les collapsologues, comme on dit maintenant, vous savez, le collapsus, c'est la mort. Collapsus, c'est quand tout s'arrête. Et que les collapsologues, c'est-à-dire les gens qui prédisent que le monde actuel tel qu'il va ne peut pas continuer comme ça, et qu'on va vers une catastrophe. Alors cette catastrophe a plusieurs visages. Épuisement des ressources, pollution généralisée, pandémie majeure et létale, problèmes climatiques, etc., etc. Mais beaucoup de gens disent ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde avec des ressources finies. Ce n'est pas possible. Et on voit très bien que la planète grince, craque, qu'elle souffre. Et donc il faut envisager soit de changer, soit de muter, soit de changer de société, ce qui n'est pas évident, soit de disparaître. Et d'autres, évidemment, optimistes, qui se rangeraient plutôt parmi les déistes, tel Voltaire, qui pensait que ce monde l'embarrasse et qu'il ne peut songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger, que le grand horloger n'admettra pas que sa création, si superbe, si magnifique, si grande, si glorieuse, disparaisse. Bon. Je ne crois guère à la théorie de l'horloger, et la mort de chaque individu nous apprend que la vie, malheureusement, ne vaut pas grand-chose pour l'univers. Donc que la disparition de l'espèce ne serait pas plus grave pour l'univers que la disparition d'un individu. Tout est possible, mais ce n'est pas non plus certain. Et n'étant pas des gens de ressentiment ni des sadomaso, je dirais que je ne souhaite absolument pas le collapsus pour l'humanité. Je ne lui souhaite pas cela. Non. Vous savez, il y a souvent des gens qui, quand ils prédisent l'avenir, prédisent leurs rêves et leurs propres désirs. Et mon désir est loin de voir l'humanité disparaître, souffrir, sombrer dans je ne sais quel affre que provoquerait la cupidité, l'âpreté, l'inconscience des humains. Je suis de ceux qui pensent au contraire, qu'il faudrait muter. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que un ensemble, comme l'ensemble planétaire, la biosphère, est d'une telle complexité qu'aucun esprit n'est capable de tout appréhender et de trouver un remède aux problèmes multiples qui se posent. Nous sommes dans un monde de complexité. Alors certains, face à cette complexité, répondent par ce qui nous affecte tous, la phobie. Je me souviens de ce professeur de psychiatrie qui nous enseignait que nous, les névrosés, nous sommes les gens normaux. Et nous sommes donc tous plus ou moins des phobiques. Une petite phobie individuelle, et puis il y a des phobies collectives. Et parmi ces phobies collectives, parmi mes amis écologistes, la vaste nébuleuse écologiste, il y a la technophobie. Peur de la science, peur des choses nouvelles, peur des ondes, des radiations, de je ne sais quoi. Enfin, dès que quelque chose est nouveau, des vaccins, ou que sais-je encore. Peur de tout
ce qui n'existait pas au bon temps de Napoléon. Bon, je ne crois pas, malheureusement, que l'histoire repasse les plats et que nous revivrons le passé. Je n'ai pas, bien que étant écologiste, la nostalgie, pour reprendre une formule célèbre, de la lampe à pétrole et de la marine à voile. Nous ne reviendrons pas à un passé révolu. Donc, si vous voulez, les défis du temps doivent être recherchés au contraire dans l'intelligence, dans la raison, dans la maîtrise que l'on peut avoir sur le monde. À une condition, c'est que cette maîtrise aille dans le sens du respect du vivant, de l'amour du vivant, de la valorisation du vivant et de la diversité biologique sur la planète. Mais la maîtrise est une bonne chose en soi si elle va dans cette direction-là. Alors il y a des pièges concrets que j'observe. Les écolos, ma famille de pensée globalement, n'aiment pas le pétrole. Ils sont persuadés depuis 40 ans qu'on va atteindre le peak oil, c'est-à-dire le moment où il n'y aura plus de pétrole. Bon, c'est encore pas venu, hein. Bon, mais ils sont persuadés de ça. Puis ils n'aiment pas le pétrole, parce que le pétrole, c'est les majors, c'est les grosses sociétés, les multinationales, c'est les pétroliers qui parcourent le monde, etc. Donc ils n'aiment pas le pétrole. N'aimant pas le pétrole, ils se sont dit, ouh, chic, les biocarburants. Ça, c'était dans les années 80-90. Et on s'est rendu compte que les biocarburants, c'était un miroir aux alouettes. Les biocarburants, c'est les agrocarburants, vive la FNSEA. Hein. Pour produire des carburants végétaux, il faut produire massivement du colza, du tournesol et d'autres graines oléagineuses. Comment on les produit? À force de pesticides, à force d'engrais, à force de mécanisation, donc de consommation d'énergie. C'était un piège. L'agrocarburant était un piège, un miroir aux alouettes. C'est pire que le pétrole. Et il faut du pétrole pour produire des agrocarburants. Et la terre est là pour produire de la nourriture pour les hommes, pas pour les moteurs. Donc, excite les agrocarburants. C'était une mauvaise idée. Dans le domaine énergétique, que nous disent certains écolos? Il faut des énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, parce qu'on a très peur du nucléaire. Donc, énergies renouvelables, couvrons le monde d'éoliennes partout et de photovoltaïques. Abattons les forêts pour mettre des panneaux photovoltaïques. Eh oui, mais l'hiver, à 19h le soir, lors de la pointe de consommation d'électricité, quand il fait très froid, que c'est anticyclonique, pas un poil de vent, les éoliennes ne tournent pas. Et au mois de décembre, au mois de janvier, à 19h, pas de soleil. Donc, pas de photovoltaïque. Alors quoi? Il faut des centrales thermiques, à gaz, ou ceci, ou cela, et on achète de l'électricité à l'étranger. Les éoliennes, mes amis, c'est des milliers de tonnes de béton que l'on met partout, et qui resteront des décennies, peut-être des siècles. C'est la destruction de l'avifaune et des chiroptères, les chauves-souris. Oui. Des Norvégiens, d'ailleurs, ont fait une étude, c'est paru dans une petite revue que vous lisez sans doute, de vulgarisation scientifique, de qualité, qui s'appelle Science et Avenir, d'ailleurs, du mois de septembre, qui parle de cette étude qui a été faite en Norvège sur les éoliennes, qu'il faut peindre en noir de préférence, les pales, pour que les oiseaux les heurtent moins. Je dis pas les heurtent pas, mais les heurtent moins. Les éoliennes, c'est des hachoirs à oiseaux. Mais pour les filières, que valent les oiseaux, n'est-ce pas, hein? Ça ne les intéresse pas. Donc on met des éoliennes pour éviter du nucléaire. Seulement, les éoliennes ne fourniront jamais que 20-30% de l'électricité. Donc, vous aurez à la fois l'inconvénient des éoliennes et le nucléaire, la peste et le choléra. Donc ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Méfiez-vous des pièges qui sont tendus par les mirages du libéralisme économique qui ne manque jamais une occasion de faire des profits. Et derrière les éoliennes,
derrière le photovoltaïque, il y a quoi? Des filières. Et que vous entendez parler de filières, méfiez-vous. Ce sont des gens qui ont des intérêts privés, et parfois privés de scrupules, pour faire de l'argent et pour vous vendre des illusions, des miroirs aux alouettes, comme on vous vendait les agrocarburants il y a 30 ans. Alors vous me direz, qu'est-ce que je préconise? Parce que, bon, le charbon, ça pollue. Ça dégage beaucoup de gaz carbonique et de particules fines. De même que le gaz, un peu moins de particules fines, mais toujours un peu de gaz carbonique. Le pétrole, même chose. Les centrales au fioul, ça pollue. Les centrales nucléaires ont un inconvénient. Elles ne créent pas de gaz à effet de serre, mais elles produisent des déchets dont on ne sait que faire et qu'on ne sait pas traiter. Et quelquefois des accidents, peu nombreux certes, mais graves, très graves. Oui, sur toute chose, voyez-vous, il faut aborder les questions d'une manière rationnelle, objective, honnête intellectuellement, et pas d'une manière phobique, en disant j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, parce que je ne connais pas, j'ai peur. Non. La peur, nous la subissons tous, nous en sommes tous victimes, mais il faut savoir que c'est là aussi un piège que nous tend la vie. Il faut réfléchir aux choses. Eh bien, moi qui suis un défenseur de la nature d'abord, je ne veux pas qu'on coupe les forêts pour y mettre du photovoltaïque. Je ne veux pas qu'on coupe les forêts pour y installer des mâts avec des pales qui tournent et qui tuent la vie faune partout, sans pouvoir résoudre les vrais problèmes. Ah, vous me direz quoi? Eh bien, la science. La science, peut-être, trouvera et devrait trouver. Je ne suis pas un grand spécialiste de cela. Je ne suis qu'un amateur de science. Un amateur qui ne demande qu'à s'instruire tous les jours. Mais je sais qu'il y a des pistes actuellement qui permettront peut-être demain à l'homme d'avoir des énergies qui ne soient pas polluantes, ni pour lui-même, ni pour la terre, ni pour la faune. Des centrales qui pourront fonctionner avec des piles à hydrogène ou avec la fusion nucléaire, qui n'a rien à voir avec la fission nucléaire. La fission nucléaire provoque des radiations et provoque des déchets radioactifs qui peuvent durer pendant pas mal d'années, le temps qu'on ne sait pas les traiter. La fusion, elle, c'est quoi? C'est le soleil en boîte. C'est l'étoile en boîte. Et ça ne produit pas de déchets. Ça ne produit pas de déchets radioactifs. Ça ne produit pas de rejets. Bon, tout ça, c'est la science de demain. Mais c'est pour vous dire que l'écologie n'est pas incompatible avec l'intelligence, avec la raison, avec le vrai progrès. Le vrai progrès, c'est quoi? Le vrai progrès, c'est pas de revenir au temps de la peste noire et du Moyen-Âge. C'est pas de revenir au temps où les hommes avaient froid et faim, où ils avaient peur de tout. Non, le vrai progrès, c'est de faire que les êtres soient plus heureux, soient prospères, soient bien, et que nous soyons réconciliés avec la nature. La vraie écologie, c'est l'abolition de la chasse. C'est pas la phobie, de la technophobie. L'écologie, c'est l'abolition de la tauromachie. L'écologie, c'est le renoncement à certains pesticides qui tuent le vivant, qui stérilisent la terre. L'écologie, c'est respecter des espaces naturels pour les espèces. L'écologie, c'est se réconcilier avec la vie. L'écologie, c'est d'apprendre le respect des autres, et des autres hommes aussi, des humains en général, mais aussi se réconcilier avec les animaux. Ce n'est pas de la phobie, ce n'est pas une névrose par rapport au monde moderne. Ayez peur, si vous ne pouvez pas faire autrement, des vaccins, des ondes, des radiations. Ayez peur de l'électricité, ayez peur du gaz, ayez peur de ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais sachez que ce n'est jamais qu'une phobie et qu'il faut appréhender les choses d'une manière le plus rationnelle possible pour faire vraiment avancer la civilisation. Mes amis, je vous donne rendez-vous pour d'autres réflexions, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. En attendant, veillez sur votre santé et bonne chance à vous. Merci.